Bonjour, tu écoutes Les Relations démocratiques, un podcast de vulgarisation scientifique sur les sexualités. L'objectif du podcast, c'est de parler de la sexualité dans une société où souvent la sexualité, c'est encore un peu tabou en fait. La sexualité, ça porte sur l'intime, mais le paradoxe, c'est que finalement, quand on est au lit, on adopte parfois des comportements qui viennent de l'extérieur, de ce qu'on a vu dans des films ou de ce qu'on croit que la société voudrait qu'on fasse. Pourquoi quelque chose d'aussi privé est finalement quelque chose qui nous échappe autant et dans lequel on est le moins soi-même ? L'approche de ce podcast est assez unique. L'objectif, c'est de se baser uniquement sur des études scientifiques pour parler des différents aspects de la sexualité, mais aussi des relations au sein d'un couple. Et on va essayer d'apporter un regard nouveau, aussi en considérant les études dans leur contexte et en regardant la méthodologie qui a été utilisée et donc les limitations qu'elle implique. On va essayer d'aborder des thématiques de la sexualité, des couples, et d'aller au-delà des idées reçues, de déconstruire des concepts pour mieux se comprendre et s'accepter. On va aussi essayer d'apprendre des nouveaux trucs ensemble. Dans ce premier épisode, on va s'intéresser à quelle est la probabilité pour un couple d'être en union libre. Et on fera un focus un peu plus fort sur les couples gays. On va regarder des études académiques et regarder un peu comment les contextes à la fois historiques et socioculturels ont un impact sur cette probabilité d'être dans un couple libre. On a peut-être l'impression qu'on a plus de probabilité d'être en couple libre quand on est en couple gay, et c'est ce qu'on va voir un peu dans cet épisode. Dans cet épisode, on va commencer par définir quelques termes, on va essayer de donner une définition pour ce qu'est un couple libre, et on va parler de monogamie consensuelle et de non-monogamie non consensuelle. On va également, du coup, s'intéresser aux données académiques, aux données de la littérature sur la prévalence des couples libres, c'est-à-dire la fréquence des couples qui sont en union libre, et on regardera, du coup, comment évoluent ces chiffres en fonction de la période. On fera dans une dernière partie une petite analyse de ces résultats en essayant d'identifier des facteurs extérieurs qui influent sur la fréquence de couples libres dans la communauté, notamment la communauté gay. Alors on commence déjà par donner quelques définitions et on va parler de couple libre. Dans ce qui suit, un couple libre, c'est là où il y a un accord entre les deux partenaires, un accord explicite pour permettre des relations sexuelles avec des partenaires extérieurs. Cette notion de couple libre, elle arrive en opposition à la notion de monogamie consensuelle, où on a un engagement mutuel d'exclusivité entre les deux partenaires. Et il y a du coup dans cette monogamie consensuelle d'autres formes d'opposés. Donc on a la notion de non-monogamie consensuelle, c'est la notion de couple libre, c'est là où on a des relations externes autorisées, dans le cadre de cet accord explicite. Le couple libre, c'est la non-monogamie consensuelle. Mais il existe aussi une autre forme de non-monogamie, c'est celle qu'on appelle la non-monogamie non consensuelle, NCNM, où il y a des relations hors du couple sans accord préalable, et même parfois sans communication là-dessus. Sans rentrer dans le détail déjà, ce qui est assez marrant, c'est que quand on lit les études, là on va commencer à plutôt s'intéresser aux chiffres, quand on lit des études où on trouve parfois des témoignages, et on a par exemple le témoignage d'un couple qui explique qu'ils se considèrent libres. Ils vont répondre oui à la question est-ce qu'on est libre, mais finalement ils n'ont jamais agi sur cette liberté, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais consommé cette liberté ni l'un ni l'autre. Et il y a quelque chose d'assez marquant, assez intéressant là derrière, c'est le fait que les définitions varient selon les perceptions et selon les pratiques. Bon, c'est parti pour les données de la littérature académique sur la prévalence des couples libres. On va commencer dans les années 1980, dans le contexte un peu de la libération sexuelle, avec une étude de Philip Blomstein et de Pepper Schwartz en 1983 de l'Université de Washington aux États-Unis, qui est une étude majeure sur la non-monogamie dans, ici, les couples gays, et qui donne un résultat clé assez marquant où 82% des participants gays disent avoir eu au moins une expérience de non-monogamie dans leur vie. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez fort, là. 4 personnes sur 5 indiquent avoir déjà eu l'expérience de cette non-monogamie. Mais on ne fait pas la différence entre non-monogamie consensuelle ou non consensuelle à cette étape-là. L'étude de Blomstein,
elle se fait dans une période de libération sexuelle, mais aussi dans un contexte géographique et sociologique un peu particulier, parce qu'on a un focus sur des populations plutôt dans les villes, en milieu urbain, et on considère à l'époque que donc, c'est plutôt des milieux assez progressistes. Donc quelque part, il y a l'idée que cette étude, elle surestime peut-être un petit peu cette fréquence si on avait posé la question à des couples gays, mais dans des milieux non urbains. On a ensuite une étude de David Blasband de l'Université de Californie aux États-Unis, où ici on va faire le focus sur 40 couples gays interviewés à San Francisco. Et là, le résultat clé de cette étude, c'est que 100% des participants ont expérimenté la non-monogamie. On est ici dans la région de San Francisco, plutôt un haut lieu de la culture gay dans les années 1980. Et on a encore une fois, par la sélection de l'échantillon, des résultats très très forts qui indiquent que quasiment, c'est systématique, c'est quasiment systématique. La totalité là, des 40 couples gays interrogés ont fait des expériences de non-monogamie, consensuelles ou non consensuelles. Il y a ces chiffres très très forts. Toujours dans le milieu des années 80, on a Joseph Hari de l'Université de Chicago aux États-Unis qui montre aussi, lui, la prévalence des couples ouverts dans les couples gays et qui indique que 66% des couples de moins de 1 an ont eu des relations de non-monogamie consensuelles et 90% des couples supérieurs à 5 ans qui ont eu des relations de non-monogamie consensuelle. On a, dans le milieu des années 80, seulement un tiers des couples de moins de 1 an qui ne sont pas allés voir ailleurs. Et on a plus qu'un couple sur 10, au-delà de 5 ans, qui n'ont pas été voir ailleurs. On a l'idée ici d'une sorte de lune de miel monogame, l'idée que la fidélité est plus courante au début de la relation. On passe maintenant, après les années 1980, dans le début des années 90, et on a quelque chose de très marquant là, c'est l'impact du VIH. On a une étude de Ford Dixon en 1994 à Londres, où on a étudié plus de 110 individus gays, et là, on est sur des chiffres un peu différents. On a 60% environ de couples qui sont des couples libres et 40% de couples qui sont dans une monogamie consensuelle. On est dans un contexte, ici encore une fois, on est à Londres, une ville qui est quand même plutôt reconnue pour sa communauté gay, en tout cas, c'est un peu la ville centrale pour la communauté gay en Angleterre. Et on a ces chiffres, donc 40% de monogames, 60% de couples libres. On a quand même toujours une certaine prévalence du couple libre importante chez les couples gays, mais moins importante que dans la période avant le VIH. Et on retrouve ces mêmes chiffres en 1995 par une étude à l'Université de Québec au Canada, où on a, pareil, sur 40 couples québécois, 60% des participants qui ont dit avoir eu des relations externes. Ces résultats-là sont aussi à voir toujours concentrés sur des zones urbaines. C'est la manière dont on a réalisé ces études. Enfin, une étude de 99 de David Blasband de l'Université de Californie à Los Angeles, où on a ici une baisse par rapport à ce qui avait été observé avant de la non-monogamie dans les couples gays. On a 80% des couples qui ont eu recours à cette non-monogamie. On voit qu'on a réduit par rapport à l'étude précédente sur la Californie qui montrait 100% de prévalence. Là, avant, c'était tout le monde. Maintenant, on est une personne sur 5 qui est monogame, alors qu'avant, il n'y avait personne. Donc on a, dans les années 90, plutôt une tendance à la baisse de la prévalence des couples en union libre. Et je dirais, dans les années 2000, peut-être une sorte de retour à la diversité, où on a une étude de Barry Adam en 2006, où on fait une étude sur 70 hommes gays en couple. Et on voit que les jeunes et les personnes plus novices dans le milieu gay privilégient généralement davantage la monogamie. Et pour les couples établis depuis longue date, ils commencent à rejeter cette monogamie stricte pour chercher plus d'autonomie ou plus de diversité dans leur expérience. Ici, encore une fois, on est à Toronto, une ville qui n'est pas forcément représentative de l'ensemble du Canada, mais qui présente l'intérêt d'avoir des personnes qui sont là pour répondre à la question. Cette étude de 2006 de Adam nous donne une idée que les personnes jeunes privilégient davantage la monogamie.
Et on a l'étude de Ethan Levin en 2018 de Temple University et Indiana University Bloomington aux États-Unis, où ils font l'analyse des données d'un sondage national sur la santé sexuelle et les comportements. Ça, c'est un grand sondage qu'il y a eu aux États-Unis en 2012 et ils font l'analyse en 2018. Ils montrent que 32% des couples gays sont en couple libre, 60% sont en couple monogame et 8% présentent des relations infidèles de type NCNM. Donc par rapport à ce qui avait été montré à des échelles plus locales auparavant, où on avait dans les années 80 100% des couples qui étaient des couples libres, ensuite un couple sur 5 est un couple monogame, dans les années début des années 2000, là maintenant on est en fin des années 2010 sur 3 couples sur 5 qui est un couple monogame, et le reste sont soit des couples libres, soit des couples dans lesquels il y a des relations infidèles. Ici, dans cette étude, on fait un focus un peu sur les couples gays, mais l'échantillon de l'étude sur la sexualité était très large. Et on se dit que c'est peut-être pas hyper représentatif parce qu'il y avait que 58 individus gays au sein des 2270 participants de l'étude qui a été utilisée. Mais on retrouve quelque chose un peu similaire sur une étude, en tout cas, enfin, on confirme un peu cette tendance à la baisse de la fréquence des couples libres chez les couples, avec une étude de 2019 où on reprend les résultats d'une étude de 2003 sur les Canadiens et on montrait que 4% des couples étaient des couples libres, mais là, toute orientation confondue, et avec une idée que 12% des personnes qui ont répondu à cette étude considéraient que la configuration du couple libre semble comme une sorte d'idéal, quelque part. Alors déjà, on va prendre un petit peu de recul sur les résultats que je viens de présenté, et on voit que le VIH semble avoir eu un impact fort. Avant le VIH, dans début des années 80, on a une sorte d'apogée de la libération sexuelle dans la communauté gay. Et ensuite, après le VIH, on a une sorte de monogamie qui recommence, qui reprend de la place et qui semble encourager, notamment pour réduire les risques liés à la santé. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'analyse des résultats qui est proposée par Hoff en 2010 ou Prestage en 2008. Cette idée que le contexte sanitaire a un impact direct sur la proportion de couples libres, notamment chez la communauté gay. Et aujourd'hui, J'ai pas consulté d'études à proprement parler post-Covid et prenant en compte l'arrivée de la PrEP, mais je vois quand même une augmentation récente dans la fréquence des couples gays, mais rien que dans mon entourage, de couples libres ou dans les couples gays. Et on peut se dire que l'arrivée de la PrEP et l'amélioration des traitements, notamment du VIH, permettent peut-être une certaine liberté d'être retrouvée. Et en même temps, on a aussi des contextes sanitaires récents comme l'épidémie de Covid ou de monkeypox qui, de l'autre côté, ont tendance à plutôt favoriser, peut-être temporairement, des dynamiques plus monogames dans le but de protéger les partenaires du couple. Hein. C'est quand même ça, une chose hyper importante. Enfin, les différentes études dont j'ai parlé, il y a toujours des biais et des limites, et notamment par rapport à l'échantillonnage. On a toujours une question sur la possibilité de surreprésenter des individus non monogames dans des études qui ciblent des zones plutôt urbaines, peut-être parce qu'il y a tout simplement plus de concentration de personnes non monogames dans ces zones-là, mais aussi que les personnes qui sont ouvertes à l'idée de répondre à un questionnaire sur la sexualité sont peut-être plus intéressés tout simplement par la sexualité et ont eux-mêmes tout simplement plus de probabilité d'être dans des situations de non-monogamie. Et on a aussi quelque part des différences culturelles. Il y a une variabilité significative qu'on peut observer là, dans les États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, qui font que les différents points qu'on a au cours de l'échelle du temps sont pas hyper rigoureux, mais permettent quand même de déterminer une certaine dynamique, mais on est quand même un peu limité sur la portée qu'on peut donner à ces conclusions-là. En tout cas, en synthèse, avant le VIH, on a un couple sur 5 seulement était un couple monogame, et on a plutôt une inversion des tendances maintenant, aujourd'hui, avec plutôt, je dirais, 3 couples sur 5 qui sont des couples monogames. Le reste, plutôt des couples en non-monogamie, qu'elles soient consensuelles ou non consensuelles. Et quand on regarde l'ensemble de la population, toutes les sexualités confondues, on a plutôt seulement 4% des couples, toutes sexualités confondues, qui sont des couples libres. Et pour revenir là sur les couples gays, on a 8% des couples gays monogames qui sont impliqués dans des relations infidèles de type NCNM.
Voilà le moment venu de faire un peu la conclusion de cet épisode. En résumé, je dirais que la proportion de couples libres dépend fortement de l'époque, du contexte sanitaire et un peu des normes culturelles. Les couples gays montrent une plus grande flexibilité par rapport à ça. On voit quand même beaucoup plus de couples gays dans une relation de non-monogamie que les couples hétéros. Et là, c'est très clair, hein, les chiffres, c'est 4% pour les hétéros et plutôt 30%, 30 à 40% pour les couples gays. Et la monogamie, elle est plus fréquente chez les jeunes générations et en début de relation. Et quand je dis les jeunes générations, je parle des papiers qui parlent des jeunes générations sur la base des études de 2012. Je pense que cette dynamique a dû changer quand même pas mal. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que t'as appris des trucs et que l'épisode t'a plu. Surtout, si tu as aimé ce podcast, pense à t'abonner, comme ça tu pourras suivre les prochains épisodes. Et n'hésite pas à aller parcourir sur Instagram le compte des Relations Démocratiques, voilà, tout simplement. Et n'hésite pas à faire découvrir ce podcast à tes proches. Merci pour ton écoute et à bientôt.